Alors bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Clausewitz et la théorie de la guerre, qui est un point essentiel du programme en AGGSP de terminale, qui a déjà été traité dans des sujets lors de l'année où l'examen n'a pas eu lieu et qui a été de nouveau exploité lors de cette année 2022. Alors Clausewitz, on le verra petit à petit, c'est un personnage vraiment à part dans l'histoire de la guerre et de la réflexion sur la guerre, et donc on va essayer de poursuivre notre réflexion. Alors, il faut d'abord savoir que Clausewitz, c'est d'abord un officier, un enfant qui a été mis pour faire ses classes militaires très jeune en Prusse, donc ce qu'on pourrait considérer comme l'Allemagne orientale actuelle. Il a combattu contre les Français, à la fois dans les guerres révolutionnaires et les guerres napoléoniennes. Et tout ça, ça a nourri sa réflexion personnelle. Donc, il va rédiger tout un tas de cahiers de réflexion sur comment la guerre a changé avec ces conflits-là. Alors, comme Clausewitz a fini par devenir l'enseignant, si vous voulez, le professeur particulier de l'héritier du trône de Prusse en matière de stratégie militaire, on sait que c'est un personnage qui a des qualités reconnues par les élites, mais on sait également qu'il n'a pas publié lui-même ce livre et qu'il n'en avait pas fait un livre, c'est sa femme qui l'a réorganisé sous forme de livre, et ensuite le livre a connu un succès énorme parce qu'il a été soutenu par les rois de Prusse dans sa publication et autres. Donc on peut dire que pour Clausewitz, il s'agit avant tout d'une œuvre posthume. Posthume, ça veut dire après sa mort. C'est la femme de Clausewitz qui récupère donc les différents cahiers qui constituent la réflexion de Clausewitz. Je vous montrerai éventuellement à quoi ça correspond. Il a été soutenu par Guillaume Ier, roi de Prusse, dont il a été le professeur, et la publication des livres s'étale de 1832 à 1839. Alors tout à la fin, on verra qui ça a inspiré et pourquoi c'est si. Alors Clausewitz a produit un certain nombre d'idées, de réflexions sur la guerre qui lui viennent de son expérience sur le terrain face à Napoléon lors des campagnes napoléoniennes, plus âgé une fois qu'il a enseigné en école militaire, mais aussi lorsqu'il a été le professeur justement de l'héritier du trône de Prusse. Et toutes ces notions, elles nous interrogent et elles sont encore capables d'interroger les conflits aujourd'hui si on les confronte justement les unes aux autres. Le brouillard de la guerre, ça renvoie à l'incertitude qu'il faut créer dans l'esprit de l'adversaire d'une certaine manière, et les stratégies qui sont à même de cacher la plupart des mouvements et des intentions justement que vous avez sur le champ de bataille. Donc l'idée de brouillard de la guerre, c'est réellement comment on peut rendre le champ de bataille le plus difficile à lire possible par l'adversaire. Alors ici, on va aborder les deux premières approches entre guillemets de Clausewitz, qui sont les guerres absolues et guerres limitées. La guerre absolue, c'est l'engagement total tel qu'il l'a observé dans la guerre napoléonienne. La guerre limitée, c'est une guerre comme la guerre de 7 ans ou les guerres du XVIIe siècle, où les objectifs à atteindre sont fixés. Une fois qu'ils sont atteints, justement, le conflit s'arrête. La guerre absolue implique beaucoup plus. Donc c'est assez simple pour vous de distinguer les deux. La guerre absolue, c'est la guerre qui mobilise l'ensemble de la nation, soit pour la défendre, comme dans le cadre des guerres révolutionnaires, où il faut sauver la révolution face aux monarques étrangers, soit comme lors des guerres napoléoniennes, où Napoléon mobilise une partie quand même assez importante des hommes en âge de combattre pour ses ambitions personnelles et celles de l'Empire. A contrario, là aussi, c'est très simple. La guerre limitée, c'est une guerre comme celle de la guerre de 7 ans, alors que l'Angleterre vise l'éviction totale de la France des colonies qu'elle entend bien, dont elle entend bien se saisir, les colonies américaines ou les comptoirs indiens des Français. Et le but de l'Angleterre est clairement de chasser la France des mers et des océans où la France est son principal rival à ce moment-là. La guerre populaire dans l'esprit de Clausewitz, et on verra par la suite qu'il y a eu des ouvrages qui ont été écrits dessus et toute une réflexion, mais on a tendance justement à la ramener à l'insurrection, à la révolution. Or, pour Clausewitz, la guerre populaire, c'est comme je vous l'ai mis là dans l'exemple du tableau du Dos de Mayo, c'est vraiment une insurrection du peuple contre l'envahisseur pour rétablir le pouvoir du souverain légitime, donc là, les rois d'Espagne. Donc on est face à quelque chose d'assez différent. Donc si on résume pour Clausewitz, la guerre populaire, c'est une réaction et une aide envers le souverain, donc l'État d'une certaine manière, le roi de Prusse pour lui ou
le tsar de Russie, parce que Clausewitz va aussi s'engager dans des unités prussiennes avec les Russes contre les Français. Les territoires envahis par les Français doivent être soutenus par ces groupes, ces milices, ces partisans qui vont harceler l'armée et qui donc constituent cette guerre populaire. Alors pour Clausewitz, cette vision de la guerre populaire, d'un peuple qui se soulève pour soutenir son roi, c'est quelque chose qu'on retrouve en Espagne, en Prusse, en Russie ou autre, qu'on peut aussi trouver dans l'histoire de France, hein, chez les Canadiens français, quand, durant la guerre de 7 ans, ils ont constitué des milices. Mais pour lui, ça intègre pas la révolution russe par exemple. Mais aujourd'hui, nous, on peut utiliser ce concept de guerre populaire pour l'appliquer au terrorisme, aux guérillas et autres. Alors la guerre, pour Clausewitz, c'est avant tout une histoire politique. La grande idée de Clausewitz, c'est cette idée de subordination de la guerre à des objectifs politiques, le fait que la politique est en réalité toujours ce qui doit diriger la guerre et que ce sont les États, les souverains dans sa tête, qui mènent la guerre pour les intérêts nationaux. C'est pas la guerre, les généraux, les militaires qui doivent conduire cette guerre, mais bien la politique, et donc la guerre n'est qu'une extension de cette politique. Dans la petite diapo d'avant, je vous présentais l'édition chinoise que Mao avait utilisée lors de la guerre révolutionnaire à la fin des années 40. Ici, c'est un ouvrage de réflexion sur Clausewitz et la guerre populaire, où l'auteur publie dedans les notes de Lénine sur Clausewitz. Alors que les révolutionnaires du XXe siècle s'en fichaient un peu des conceptions de la guerre populaire de Clausewitz, eux ont tenté d'appliquer justement ce que Clausewitz préconisait dans certains cas pour ce type de... Alors, si Clausewitz a été autant lu par les révolutionnaires du XXe siècle, c'est en bonne partie parce que c'est le premier qui pense réellement totalement la guerre comme un phénomène qui doit être soumis à une volonté politique. Et donc, pour des gens qui veulent renverser des gouvernements ou créer des nouveaux, justement, États comme Mao ou Lénine, la pensée de Clausewitz a été essentielle, d'où justement sa fameuse phrase « La guerre n'est qu'un prolongement de la politique par d'autres moyens ». En guise de conclusion, je rappellerai qu'on va utiliser Clausewitz pour réfléchir sur les guerres qu'il a lui-même observées, les guerres révolutionnaires, mais aussi sur les guerres modernes du XXe siècle, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, mais aujourd'hui réfléchir sur les guerres irrégulières, qui sont celles justement du XXIe siècle, Daesh, Al-Qaïda, puis dans un dernier temps, ce n'était pas prévu au programme, avoir une véritable réflexion sur la guerre en Ukraine,